certaine façon, le plénier d'aujourd'hui, il joue un certain rôle en fait de clôture provisoire et de bilan de cette université d'été, qui est la première université d'été de Révolution Permanente en tant qu'organisation indépendante. Donc nous avons jusqu'ici organisé 2 autres pléniers non de clôture de ces journées de débat. Un premier plénier qui a été consacré d'une façon en fait assez large à la situation économique, géopolitique et de la lutte de classe à l'échelle internationale et qui essayait d'en tirer quelques conclusions pour la suite, qui a été animé par Juan. Hier, en fait, nous avons passé, je pense, en fait, tous un très bon moment autour du meeting sur la nouvelle génération ouvrière, dans lequel on a essayé de traiter surtout de la question, en fait, à la fois de la situation de la lutte de classe en France, de l'émergence d'une nouvelle génération ouvrière et du rôle qui est celui des révolutionnaires pour pouvoir chercher en fait à confluer, à converger avec cette nouvelle génération ouvrière et militante qui est en train d'émerger dans la situation depuis quelques années, avec l'objectif bien évidemment en fait de construire une organisation révolutionnaire. Le plénier d'aujourd'hui, il va donc d'une certaine façon se situer dans la continuité de cette discussion, mais on va tenter de le centrer sur la question précise de l'organisation du parti, non pas comme un débat purement théorique, même si on va peut-être en fait mobiliser quelques concepts, mais avec une approche plus pratique, c'est-à-dire en fait qui essaye de poser des objectifs et des défis pour en fait les pas qu'on va proposer en tout cas pour la construction d'une organisation révolutionnaire en France, dont la campagne d'Anas en fait sera pour nous un levier tactique important et on va revenir sur ça dans la discussion. Un mot pour commencer en fait, sur l'importance du parti, parce que j'ai été un peu inspirée par ça, par en fait, le très bon topo qui a été fait par Stathis Kouvelakis juste avant. Je pense en fait qu'à chaque fois qu'on étudie des expériences révolutionnaires, ça nous rappelle à quel point dans les révolutions, quand on perd, c'est pas juste qu'on perd, c'est que ça coûte très très cher. Et le cas en fait de la semaine sanglante, je pense en fait que c'est un exemple énorme de ça. Et ça pose aussi la question de dire en fait qu'on ne peut pas improviser dans les révolutions. Donc la question en fait de la direction des choix politiques qui sont faits et donc du parti qui est ou non en fait préparé pour la révolution sont souvent en fait des questions déterminantes, dans y compris les réflexions de Marx et Engels. Une des choses qu'ils disaient, qui était une des choses qui avait manqué aussi à la Commune, c'était une tête, y compris parce que Blanqui, qui était un des principaux dirigeants, même s'ils avaient des désaccords, était en prison. Et donc le rôle de la direction et le rôle du parti, non pas pour déclencher des processus révolutionnaires qui en général en fait sont le fait de la spontanéité, de l'accumulation de contradictions dans la société elle-même, dans la vie des exploités, mais pour être capable à un moment donné de synthétiser les expériences historiques, d'apprendre comme Lénine a pu apprendre de la Commune de Paris, pour faire en sorte de nous donner, à nous prolétariens en fait de tous les pays, le plus de chances possibles de gagner et de ne pas finir massacrés, comme tant de nos frères de classe en fait ont fini massacrés dans le passé par un manque de préparation ou de direction révolutionnaire en fait dans le cœur du processus révolutionnaire. Aujourd'hui, en fait, nous sommes en train donc de discuter non pas de la construction en fait d'un parti révolutionnaire abouti, prêt pour la prise du pouvoir, mais de comment en fait, dans une situation dans laquelle, après 12 ans de construction d'une tendance à l'intérieur du NPA, nous nous lançons dans la construction d'une organisation révolutionnaire indépendante qui en fait, nous espérons, va être une organisation en fait, qui va pouvoir grandir en fait, dans la prochaine période, s'étendre à l'échelle nationale, y compris en, fait, en s'appuyant sur la campagne électorale qu'on est en train de lancer de notre camarade Anas, mais qui, bien évidemment, en fait, sera très en deçà des nécessités en fait, qui sont celles de la révolution, parce qu'on part d'une situation dans laquelle il y a un énorme décalage entre en fait, la lutte de classe qui a traversé ce pays depuis plusieurs années. On parle souvent en fait, de cette vague ouverte depuis 2016, où si on en fait, extrait la période Covid et on extrait en fait, l'année électorale 2017, toutes les années, il y a eu des mobilisations à l'échelle nationale avec une implication de secteurs du prolétariat important dans ce pays. C'est une réalité en fait, qui n'existe dans quasiment aucun autre pays dans le monde. Et il y a par contre en fait, un énorme paradoxe entre cette très forte lutte de classe et l'état de la gauche en général, mais en particulier de la gauche révolutionnaire, ou de la gauche qui se réclame de la révolution. C'est qu'en France, en fait, on a l'habitude d'appeler l'extrême gauche. Et donc nous nous sommes construits pendant des années
comme une fraction, un courant, une aile critique d'un parti qui est un des grands partis héritiers de la tradition du trotskisme en France, qui est l'ENPA, héritier de la tradition en fait de la LCR, mais qui traverse, comme l'ensemble de l'extrême gauche, mais peut-être de façon plus accentuée, une crise très importante. Les camarades savent en fait que nous avons été expulsés du NPA, même si cela n'avait pas été formalisé par un vote, mais par un long processus par lequel on nous a exclus d'abord en fait des organismes de direction des principales fédérations du parti, Toulouse, puis Paris, et ensuite on a commencé à créer en fait une situation dans laquelle la seule possibilité pour nous de rester dans l'ONPA, c'est si on acceptait de en fait renoncer à ce qu'une partie de nos camarades puisse voter, d'accepter un statut dans l'ONPA, en fait, qui soit un statut de militant de seconde zone, qui n'a pas le droit de discuter dans des AG communes avec les militants en fait de la même fédération, etc., etc. Et ça, bien évidemment, en fait, que c'était inacceptable pour nous et que ça équivalait en fait à une exclusion politique, une exclusion de la conférence nationale qui allait définir la politique du NPA pour la prochaine période et une exclusion de fait du NPA. Néanmoins, en fait, pour nous, cette exclusion, en fait, cette rupture de fait, ce départ du NPA, il annonce en même temps en fait, l'ouverture d'une nouvelle étape dans laquelle en fait, nos objectifs de construction d'une organisation révolutionnaire, loin d'être affaiblis, ils se renforcent parce que nous allons devoir d'une certaine façon en fait, les affronter par nous-mêmes et par notre propre force, et qu'il y a d'une certaine façon plus que jamais la nécessité de en fait, poser les bases et les jalons pour une organisation révolutionnaire qui dépasse les limites de l'extrême gauche actuelle, et je vais revenir un petit peu en fait sur ça parce que je pense en fait que c'est ça l'essentiel de ce que nous voulons discuter. Mais avant ça, en fait, un petit parenthèse. Nous avons donc quitté l'ONPA après cette exclusion de fait autour d'une déclaration qui a été signée en fait par quasiment 300 camarades, 286 camarades. L'autre jour, en fait, je faisais la queue pour aller acheter une bière avec des camarades que je ne connaissais pas et qui m'ont demandé, en fait, quand est-ce que je suis arrivée, moi, à Révolution Permanente. Et ça m'a fait un peu drôle parce que moi, j'étais en fait de ceux qui étaient là au tout début, de ceux qui ne sont jamais arrivés parce qu'ils étaient là au départ. Et je leur ai raconté, en fait, qu'au départ, nous étions 3 ou 4. Et quand on regarde ça, en fait, à vue de maintenant, on peut être très content. Bon, hier, Vincent, en fait, a pleuré, a été ému. Moi, j'étais très émue parce que moi aussi, j'ai participé depuis le début à la construction de ce courant dont on peut modestement, en fait, être fier aujourd'hui. Et passer de 3 à 300, en fait, en quelques années, on peut penser, en fait, que c'est beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de courants dans l'extrême gauche, en fait, qu'il y a eu une évolution semblable et surtout avec un début d'implantation sérieux dans le mouvement ouvrier. Mais s'il y a quelque chose qui caractérise notre courant et que je pense en fait, qu'on doit être fier, c'est de ne pas en fait, nous contenter de en fait, construire une petite boutique, de poser notre petit drapeau et de dire voilà, maintenant nous avons notre petite boutique, notre petite campagne électorale, notre petite université d'été, alors même en fait qu'on sait que ce n'est pas avec 300, ni avec 400, ni avec 500 camarades qu'on va être en capacité de jouer un rôle déterminant dans des situations révolutionnaires ouvertes. Donc le problème qui se pose pour nous aujourd'hui, c'est en fait comment à partir de ce seuil tout à fait respectable en fait, de 300 camarades dévoués, nous avançons vers en fait, quelque chose qui puisse être un apport pour le mouvement révolutionnaire en France. Il y a un élément dynamisant d'une gauche révolutionnaire, d'une refondation du mouvement trotskiste et d'une organisation révolutionnaire qui, bien évidemment, ne pourra se faire que en fait, par la fusion avec des camarades issus de d'autres courants du mouvement révolutionnaire, de d'autres traditions que la nôtre, mais aussi de camarades qui, pour l'instant, ne sont pas encore militants révolutionnaires, qui ne sont pas encore trotskistes, mais que nous avons vu dans le plénier d'hier, qui peuvent le devenir avec une certaine rapidité, comme nous avons vu avec des camarades qui militent avec nous depuis 1 an et demi et qui jouent de fait déjà un rôle en fait, de cadre révolutionnaire et de militants d'une grande valeur en fait, dans notre courant. Pour les camarades en fait, pour qui cette discussion elle est peut-être en fait, moins connue, rapidement en fait, les raisons, en tout cas en fait, les raisons que nous pensons en fait, être les raisons profondes du fait que l'UNPA en fait, ait choisi, la direction du UNPA ait choisi de nous pousser vers la sortie. Nous pensons qu'il y en a plusieurs. Il y a à la base en fait, des désaccords stratégiques qui ont toujours existé depuis le départ. Nous avons en fait, depuis le début été critiques de plusieurs aspects du projet en fait, fondateur du UNPA et en particulier de cette idée en fait, d'un parti qui pouvait avoir des délimitations stratégiques totalement floues et totalement inachevées et qu'on allait découvrir en marchant comment on allait définir une stratégie révolutionnaire.
Je pense que toutes les choses qu'on est en train de voir, les exemples, et encore la Commune de Paris montrent qu'il y a au contraire un processus d'anticipation indispensable et que le parti révolutionnaire, la stratégie se construit en amont. Ça, c'est un désaccord en fait, que nous avons eu depuis le début. Mais en même temps, après une tentative en fait, de nous exclure en 2011, il y a une situation dans laquelle voilà, on a été pendant plusieurs années toléré et le NPA est devenu de fait un front entre plusieurs fractions qui avaient des points de convergence et des points de divergence, mais qui étaient surtout en fait plusieurs morceaux d'un parti qui était rentré dans une crise profonde, une crise d'abord de son projet initial. On a discuté de ça en fait, dans un atelier animé par Jean-Philippe Divès. Donc d'abord une crise de son projet initial qui était celui d'essayer d'occuper un espace politique vacant laissé par le Parti socialiste qui était en train de faire un tournant à droite important, mais qui face en fait à des adversaires qui très vite se sont mis en scène, comme c'était le cas à l'époque en fait du Front de gauche, qui était en fait à l'union d'une rupture avec le Parti socialiste, avec Mélenchon à la tête et du PCF, ont pris la place que le NPA voulait occuper et très vite les 9000 adhérents du NPA voilà, ont été réduits un petit peu en fait à peau de chagrin. On a été en fait 3000 ou 4000 en fait dès le premier congrès pour se retrouver aujourd'hui dans la conférence nationale en fait qui vient de décider de la candidature de Poutou et dont nous avons été exclus, finir avec en fait 1260 votants seulement pour la conférence nationale. Et quand on regarde les chiffres de près, de ces 1260 votants, il y a presque 400 qui ont voté par procuration, c'est-à-dire qui ont envoyé un mail avec leur voix et qui n'ont même pas participé à l'Assemblée générale élective pour le Congrès. Dans un parti avec un peu de sérieux militant, les procurations ne devraient même pas exister, sauf en cas en fait, de motifs impératifs ultra sérieux. Quand tu as en fait un tiers des participants à une conférence nationale en fait, qui votent par mail, on voit qu'il y a en fait, un problème profond. Et ça montre aussi en fait, que nos 300, par rapport en fait, aux 860 qui ont vraiment en fait le déplacement, sont en fait un effectif respectable en fait, à partir duquel on peut essayer de se poser en tout cas en fait, la tâche de construire une organisation beaucoup plus importante dans la prochaine période. Donc je dis en fait que je voulais surtout avancer la question en fait de l'idée d'une nouvelle organisation que nous avons tenté de fonder. Anas va revenir là-dessus en fait après à l'automne, mais la relier à la nécessité de refonder un trotskisme, parce que nous pensons en fait, et je pense que nous avons beaucoup discuté de ça, que le trotskisme en fait comme pensée bien évidemment actualisée à la lumière de en fait, les événements que nous sommes en train de vivre actuellement, mais que le trotskisme en fait, il a une vitalité pour penser en fait, les problèmes de la révolution aujourd'hui, des risques de dégénérescence, en fait, pour combattre la bureaucratie syndicale et aussi en fait, les bureaucraties politiques, etc. etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et la France est un pays dans lequel en fait, le trotskisme a été historiquement fort. Il y a quelques pays dans le monde dans lesquels en fait, il y a une tradition trotskiste, et la France en est un, où il y a eu en fait, des périodes où il y avait plusieurs milliers, voire en fait, peut-être quelques dizaines de milliers de militants trotskistes en France ou sympathisants proches en fait, du trotskisme. Et même d'un point de vue électoral, les courants trotskistes en fait, ont réussi, par exemple en fait, à l'élection présidentielle de 2002, à récolter en fait, plus de 10% des voix si on faisait la somme de la totalité en fait, des courants trotskistes, c'est-à-dire en fait, à la fois le lambertisme, le courant incarné par Lutte ouvrière et le courant en fait, incarné à l'époque par Olivier Besancenot, que c'était l'LCR, devenu depuis NPA. Et aujourd'hui, malgré cette nouvelle vague de la lutte de classe, l'émergence de cette nouvelle génération ouvrière, plutôt que de s'être construite, renforcée, cette extrême gauche, elle se trouve dans une position d'être plus en crise et plus inaudible que jamais. Quand on fait en fait 1,7, 2,2% à une élection comme les régionales avec 80% d'abstention comme c'était le cas de Lutte ouvrière, on considère déjà que c'est un résultat en fait bien. Mais c'est parce que nous sommes dans une situation dans laquelle en fait, le trotskisme a été dans une grande mesure marginalisé. Et nous pensons en fait, qu'il y a une série d'explications à cela, mais qu'il y a une sur laquelle en fait, on voudrait insister, c'est que nous avons l'impression qu'en fait il y a quelque chose qui pèse aujourd'hui sur l'extrême gauche, c'est le fait de s'être construit pendant des années et jusqu'à maintenant en dernière instance comme l'aile extrême d'une gauche en ruine.
Une gauche qui est en ruine depuis 2016 et l'avènement du gouvernement Hollande, peut-être même depuis plus de temps que ça, mais même aussi d'une gauche syndicale qui, en fait, par exemple, face à l'émergence du mouvement des Gilets jaunes, a eu une attitude en fait épouvantable de, y compris en fait, contribuer à la dénonciation du mouvement des Gilets jaunes comme un mouvement fasciste, etc., etc. C'est-à-dire en fait qu'il y a une profonde incompréhension sur la dernière période, ou en fait une difficulté pour cette extrême gauche d'être capable de saisir les nouveaux phénomènes de la lutte de classe, de confluer avec eux et d'être capable en fait de devenir une alternative pour les couches les plus exploitées de la classe ouvrière et du prolétariat. La réalité, c'est que quand on regarde l'extrême gauche telle qu'elle est aujourd'hui, elle est assez peu à l'image de la classe ouvrière de ce pays, qui est une classe ouvrière en fait multiethnique, multiculturelle, avec des secteurs profondément exploités et qui en fait combine toute une série de combats qui ne sont pas que syndicaux ou en fait politiques générales, mais qui sont en fait des combats parfois sur des questions de société et qu'il faut articuler autour d'une stratégie globale. Et il y a de fait, dans l'extrême gauche, une sorte de miroir inversé, où nous avons d'un côté un marxisme qui se revendique comme orthodoxe, ou un trotskisme qui se revendique comme orthodoxe, qui est celui de lutte ouvrière, mais qui est de notre point de vue une caricature du trotskisme, parce que c'est un trotskisme en fait qui pense que la centralité de la classe ouvrière, ça veut dire que les autres combats sont secondaires, et qui n'articule pas la question de la centralité de la classe ouvrière avec le combat, par exemple, contre les oppressions ou d'autres problèmes de société. Et de l'autre côté, en fait, de ce miroir, la tradition de la Ligue, qui en général, en fait, a traité la classe ouvrière comme un mouvement social comme un autre, et qui de plus en plus, en fait, renonce à la nécessité, en fait, d'avoir une implantation sérieuse à l'intérieur du prolétariat pour pouvoir, en fait, se donner les moyens d'une politique quand il y a des situations aiguës de la lutte de classe, comme ça a été le cas récemment avec la réforme des retraites. Et on voit que les choses, elles ne sont pas prêtes de changer, parce qu'une organisation aussi peu implantée, en fait, que le NPA, et qui peut se payer le luxe de virer des camarades raffineurs, des camarades dirigeants cheminots, etc., c'est une organisation qui n'est pas en train de se préparer pour jouer un rôle dans la lutte de classe, mais qui est en train de se préparer plutôt à autre chose, qui est en train de se préparer peut-être en fait à une expérience en grandeur nature de ce que nous avons expérimenté là récemment avec les régionales, c'est-à-dire un NPA totalement à la remorque de la France Insoumise, qui fait des listes communes avec la France Insoumise, mais pas n'importe quelle liste. Des listes en commun avec la France Insoumise qui sont dirigées totalement de bout en bout par la France Insoumise, avec le programme de la France Insoumise, et y compris avec les alliances de la France Insoumise dans le menu, comme c'était le cas de toutes les adresses qui ont été faites au Parti Socialiste ou à Europe Écologie Les Verts par des listes comme celle en fait, d'Occitanie ou de Nouvelle-Aquitaine en fait, à l'initiative de la France Insoumise. Donc de ce point de vue-là, nous sommes en train en fait, de lancer la construction d'une nouvelle organisation qui va tenter, en tout cas, en fait, d'être une alternative à cette dichotomie, qui est une dichotomie erronée, où les deux positions, de notre point de vue, elles ne permettent pas de répondre aux défis qui sont posés et qui sont, en fait, de notre point de vue, la conception historique, en fait, dialectique du marxisme. Récemment, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire un article qui est sorti sur la candidature d'Anas dans Marianne, où ils expliquent en fait que nous, on n'est pas exactement comme les trotskistes d'avant, et ils disent en fait lutte ouvrière, et leur explication, qui est une explication conceptuellement erronée, c'est qu'on serait tiraillé par en fait les décoloniaux et par en fait la pensée, ils disaient les deux termes, ils disaient les décoloniaux et les intersectionnels, exactement, en fait, c'est par les décoloniaux et les intersectionnels. Et même si en fait ce concept, même si le concept il est erroné, parce que comme je disais en fait, en réalité le marxisme c'est ça, le marxisme c'est la prise en charge de l'ensemble des problèmes de la société et de la vie et pas juste des problèmes économiques, et il signale d'une certaine façon une particularité de notre courant dont nous sommes plutôt fiers et que je pense qui a été quelque chose qu'on a essayé en fait de montrer dans le plénier d'hier, assez visible, c'est-à-dire en fait d'un courant qui en fait au lieu de regarder ailleurs quand on parle en fait de racisme, d'islamophobie, etc., comme c'est le cas par exemple en fait en grande partie de lutte ouvrière, essaye de lier la question profonde du racisme qui concerne des pans entiers de notre classe et une partie des couches les plus exploitées, de la prendre en charge à partir d'une logique qui est celle
de la centralité de la classe ouvrière et de comment la classe ouvrière peut combattre en fait l'oppression basée en fait sur les ethnies, sur les races, sur les religions, etc., etc. La même chose avec la question de l'écologie. Je pense que l'exemple de Grand Puy est un exemple de ça, de comment à partir de la classe ouvrière, on peut prendre en charge un problème sociétal qui la dépasse totalement et qu'il n'y a que la classe ouvrière qui peut sauver la planète, qui peut résoudre le problème du climat, etc. etc. Ou encore la question des femmes et de l'oppression des femmes. Je pense qu'il y a eu plusieurs exemples de ça, avec le travail qui a été mené par Rosen, avec l'intervention aussi en fait, qui a faite Esther sur la bataille qu'elle a menée en fait, dans son collège. Mais cette logique-là, elle est une logique générale qui vaut pour tout. Qui vaut aussi par exemple pour la question du combat contre l'homophobie et contre l'ensemble des oppressions sur en fait, des questions de sexualité. Nous en fait on a fait un très beau cortège avec beaucoup d'ouvriers dans la Pride, c'est quelque chose en fait, qui a interpellé beaucoup et attiré beaucoup en fait, l'attention. Nous on est fiers de ça, on est fiers en fait, de ces ouvriers qui considèrent que le combat contre en fait, l'homophobie, contre la transphobie est aussi leur combat et de ce point de vue en fait, on ne peut qu'être très fiers que d'avoir en fait, dans notre université d'été autant de camarades femmes, autant de camarades LGBT, autant de camarades racisés, chose en fait qui n'est pas toujours le cas dans l'extrême gauche. Et on pense que c'est aussi en fait quelque chose qui en dit long en fait sur cette politique que nous avons. On peut ici en fait nommer la présence. Bon, je viens de parler en fait de Rosen évidemment, mais d'avoir en fait des camarades comme Oumou et Fernande à nos universités d'été, pour nous en fait c'est une fierté énorme. Et pour tous les camarades qui ont vu en fait le film sur la grève d'Honnête, je pense qu'ils ont pu avoir en fait une portée de en fait, l'importance que c'est d'être capable en fait, de continuer à maintenir un lien avec ces camarades-là. Et nous sommes profondément fiers aussi, par exemple, d'avoir parmi nous les camarades qui sont derrière en fait, le média XY, qui est le premier média transféministe en, fait, en France, avec lequel on est en train de lier des liens privilégiés. Et donc, d'une certaine façon, l'organisation qu'on veut créer, les camarades, c'est une organisation, une matérialisation sur le terrain organisationnel de cette politique, qui n'existe pas en France, il nous semble modestement, en dehors en fait, de notre courant. Une politique qui articule avec une logique hégémonique, pour reprendre en fait, le terme qui a été utilisé par Statistique, nous en fait c'est un terme qu'on utilise beaucoup, mais en fait un rapport hégémonique entre la classe ouvrière avec l'ensemble de ces secteurs, et donc sans fétiche des seuls secteurs, disons en fait très concentrés, mais la classe ouvrière dans le sens large, c'est-à-dire tous ceux qui pour vivre sont obligés de vendre leur force de travail, mais l'articulation des combats de la classe ouvrière, et la classe ouvrière comme force organisatrice et hégémonique de l'ensemble des exploités, des opprimés dans la société, qui est la seule façon, et c'est le bloc social qui va être capable en fait de renverser le système capitaliste en France et partout dans le monde. Et de ce point de vue-là, nous sommes profondément fiers aussi que la construction de cette nouvelle organisation, elle soit reliée à la construction d'une organisation internationale qui est la fraction trotskiste et qui, en fait, dont les camarades partout dans le monde sont en train de suivre avec beaucoup d'intérêt et de passion les premiers pas vers la construction d'une organisation révolutionnaire indépendante en France à ce moment même. Donc avant en fait, de passer la parole à Anas qui va raconter un petit peu plus en fait, l'articulation entre cette nouvelle organisation et la campagne électorale que nous allons lancer, je voulais dire quelques mots sur en fait, la campagne électorale, la construction du parti, tactique et stratégie. Parce que ce n'est pas en fait courant qu'une organisation qui vient de se lancer, c'est-à-dire en fait, ça fait un mois qu'on existe, on est 200, 300 et on va se lancer directement en fait, sur la course présidentielle. Et la tâche, elle peut paraître parfois beaucoup trop grande pour nous. Et de ce point de vue-là, je pense en fait que le risque, qui est le risque en fait de rejeter la politique et d'avoir en fait une logique seulement luttiste, c'est un risque en fait que même si parfois on peut avoir des tendances à ça, nous on ne court pas trop. On pense en fait qu'il y a un énorme terrain, un champ politique, y compris sur le terrain électoral, et que le moment de la présidentielle est un moment politique où il y a un énorme débat qui s'est créé dans le pays et où il n'y a pas que les luttes, mais il y a en fait les discours et les idées que nous pouvons transmettre en fait à une très large échelle. Pour nous, malgré ça, en fait, les élections sont en fait une manœuvre tactique, toujours. Je pense que ça, c'est compris en fait, une nuance relative que nous avons avec ce qu'il disait sur la fin, en fait, Statis, c'est-à-dire, en fait, pour nous, les élections, y compris en fait, la victoire électorale, peut parfois être une position mise au service de la prise du pouvoir en fait, par le prolétariat, mais c'est une position accessoire. Et le centre de gravité pour nous, il va se situer toujours sur le terrain extra-parlementaire.
Et dans le cas que nous sommes en train de discuter ici, c'est encore plus le cas, parce que même si on peut être très optimiste et très ambitieux, on peut songer à avoir les 500 signatures, ça va déjà être très dur, mais Anas ne sera pas élu président de la République, les camarades. De toute évidence. Et donc pour nous, à quoi sert ce lancement en fait, d'une campagne présidentielle? Il sert à plusieurs choses, les camarades. Tout d'abord, nous pensons que la campagne électorale que nous allons lancer est une campagne profondément subversive. C'est quelque chose en fait, qui, compris en dehors de notre courant, en fait, est vu en tant que tel. Je ne sais pas si les camarades ont suivi par exemple tout l'échange qu'il y a sous la publication de notre tribune sur Mediapart, où il y a en fait un camarade qui est un ancien de la Ligue, qui habite en fait, je crois, en Guyane, qui dit que c'est une candidature totalement nouvelle et subversive, y compris à l'intérieur en fait, de la gauche révolutionnaire. C'est-à-dire en fait, le fait de présenter un camarade en fait, issu de en fait, l'immigration dans un pays, dans un moment aussi raciste que celui que nous sommes en train de vivre en France, mais qui est un camarade qui surtout est une des figures émergentes de la dernière vague de la lutte de classe, comme c'est le cas de Anas, et qui a un dialogue avec en fait, un public qui va au-delà de ce qu'on appelle en France en fait, le peuple de gauche. Et je pense qu'Anas va pouvoir raconter à quel point les échos que nous avons de la campagne jusqu'ici le montrent. Qu'il a en fait une entrée dans des secteurs en fait, de notre classe dans lesquels l'extrême gauche en général n'entre pas. Donc la campagne électorale pour nous, elle va être une façon de pouvoir en fait, faire de la propagande de nos idées, de l'agitation de nos idées de façon en fait, énorme, si on y arrive bien évidemment, de poser en fait, un débat politique, d'exister politiquement, de projeter encore plus la candidature d'Anas, mais tout ça pour nous est tactique. Ce qui est stratégique pour nous, c'est la construction d'une organisation révolutionnaire qui puisse être un élément de refondation d'une gauche révolutionnaire à la hauteur de la lutte de classe et des événements en fait, qui s'approchent en France. Et donc de ce point de vue, la campagne électorale, elle est pour nous un levier pour la construction d'une nouvelle organisation révolutionnaire qui va poser, en tout cas en fait, la nécessité et le problème de la construction d'un parti révolutionnaire des travailleurs en France. On ne pense pas qu'on va être demain un parti révolutionnaire des travailleurs, mais on pense qu'avec l'accumulation de forces que nous avons jusqu'ici, avec des outils comme Révolution Permanente, avec des cadres de formation comme celui qu'on est en train d'avoir ici, avec cette jeunesse qui est en train d'arriver, etc., nous avons les moyens de en fait, poser, en tout cas en fait, des grands défis et pourquoi pas en fait, songer à émerger comme une organisation en fait, révolutionnaire trotskiste en France qui pèse à l'échelle nationale et qui commence à apparaître en fait, comme une alternative à cette aile extrême de la gauche en ruine dont je parlais auparavant. Je pense que c'est ça en tout cas le grand projet que nous cherchons à incarner au travers cette nouvelle organisation et en fait aussi à travers la candidature d'Anas. Sur ce, je vais passer en fait la parole à Anas. L'idée, les camarades, qu'on a pour ce plénier, c'est surtout en fait aussi d'ouvrir la discussion après et qu'on puisse en fait avoir une discussion politique sur les suites. Donc on va essayer en fait de faire des introductions qui ne soient pas excessivement longues pour qu'on puisse avoir un temps de discussion après. Anas.